1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 03 de cette season review et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Premier Grand Prix en Europe, direction Imola en Émilie-Romagne pour la troisième manche de la saison 90. Il s'est écoulé pas mal de temps entre le Grand Prix du Brésil et Saint-Marin, 7 semaines pour être précis. Durant cet intervalle, certaines équipes vont arriver avec leur voiture de 1990 après avoir débuté l'année avec les versions de 89 évoluées. Mais il y a du changement dans les règlements techniques. Et c'est surtout tourné vers la sécurité des pilotes. Cockpit plus serré, arceau plus haut, crash test plus rigide, volant déformable et feu rouge à l'arrière en cas de pluie. De plus, les rétroviseurs doivent être réadaptés parce qu'à haute vitesse, les pilotes sont soumis à de grosses perturbations qui leur font beaucoup bouger la tête. Ça peut être potentiellement dangereux. Et les rétros font partie des perturbateurs, donc il faut essayer de les réadapter aérodynamiquement. Au final, quasiment toutes les équipes arrivent avec des voitures soit nouvelles, soit bien évoluées. On peut considérer que ce Grand Prix de Saint-Marin est le véritable point de départ de la saison 90. Parmi les équipes dévoilant une nouvelle voiture, nous avons Benetton. Cet outsider, dans les points avec Piquet lors des deux premières manches, révèle la B190 de Rory Byrne, très travaillée aérodynamiquement. Et oui, côté moteur, s'ils ont l'exclusivité sur les derniers V8 Ford Cosworth, les Honda, Renault et Ferrari sont plus puissants. Il faut donc compenser. Les Verts se montrent optimistes avec cette nouvelle B190 et Flavio Briatore fixe un nouvel objectif. Une victoire durant la saison. Autre voiture qui surprend, qui va au final changer le paysage de la Formule 1, c'est la Tyrrell. La 019 innove sur le nez avec un museau élevé qui donne une forme de mouette à la voiture. Designé par Jean-Claude Migeot et Harvey Postlethwaite, le but étant de mieux canaliser l'air afin d'obtenir un meilleur effet de sol. Tyrrell impose le respect avec cette innovation qui s'avérera majeure. Petit à petit, les équipes, et notamment Benetton, copieront cette philosophie et celle-ci perdurera jusqu'en 2021. Donc c'est pas mal, Jean Alesi peut avoir le sourire et il vise d'autres podiums. D'ailleurs, en avril, Jean Alesi est invité par Ferrari qui organisait un Grand Prix à Montreux et il a piloté une Testarossa. Jean vivait donc un rêve éveillé, lui qui vient d'une famille d'origine sicilienne et qui rêve depuis toujours de revêtir un jour la tunique rouge. Au cœur de certaines rumeurs le liant en Rondenis, l'Avignonnais pourrait être une clé importante dans le marché des transferts, surtout s'il continue de performer de la sorte. Mais Ken Tyrrell ne veut pas le lâcher, mais Alesi le prévient, il faudra faire beaucoup d'efforts. Affaire à suivre. Après, on a Brabham qui arrive avec une voiture un petit peu plus petite et plus légère. David Brabham prend d'ailleurs la place de Gregor Wojtek. Minardi débarque avec sa M190 et Osella avec la FA1ME, tandis qu'AGS présente sa JH25. En revanche, 3 équipes font parler d'elles, mais pour de mauvaises raisons. Commençons par Eurobrun. En gros, c'est la merde. L'écurie de Walter a de gros soucis financiers et sans sponsor, Golf n'a pas fait de virement. Du coup, pas de moteur neuf. Chez Onyx, c'est l'autoritarisme de Peter Monteverdi qui dérange. Racheté en cours de saison après la faillite de Jean-Pierre Van Rossem, ce nouveau propriétaire est selon toute vraisemblance, au vu des témoignages, un véritable con. Mike Earl, l'un des fondateurs de cette équipe, décide de se barrer et il laisse aux commandes Joe Chamberlain, son associé. De plus, Stefan Johansson, le héros de l'équipe à Estoril 89 avec sa 3ème place, quitte l'équipe pour céder sa place à Gregor Wojtek, dont le daron est un investisseur important dans l'équipe. Ça sent donc la fin de carrière en F1 pour le Suédois, éternel numéro 2 et ex-pilote Ferrari et McLaren. Direction l'endurance pour Stéphane. Mais dites-vous qu'Onyx et Eurobrun ne sont pas les pires. Et oui, en 90, je vous le rappelle, il y a Life et son moteur W12. Non qualifié lors des 2 premiers Grands Prix de la saison et avec la manière, stagnant à 180 km/h de vitesse de pointe à Phoenix ou coulant une bielle dans les stands à Interlagos. Cette équipe, déjà ridiculement petite,
8 personnes perdent 2 hommes importants entre Sao Paulo et Imola. Tout d'abord le directeur technique Gianni Marelli. En même temps le mec, on lui a donné un marteau et un paquet de chewing-gum et on lui a dit fais une Formule 1. L'autre personne qui s'en va, c'est Gary Brabham. De plus, Goodyear se plaint d'impayés et entame une procédure judiciaire contre l'écurie d'Ernesto Vita. Bernie Ecclestone intervient alors et demande à Vita de renoncer. Mais ce dernier refuse. Et Ecclestone sort alors une clause du règlement qui demande à l'équipe en question de prouver sa capacité à faire toute la saison. C'est du jamais vu. Ainsi, Ernesto part à la recherche d'un nouveau pilote et surtout d'un sponsor. Après avoir approché pas mal de pilotes, Vita parvient à débaucher Bruno Giacomelli. Comment vous dire, Bruno, c'est un pilote des années 70, début 80. Il a 37 ans et n'a plus piloté de Formule 1 depuis 83. Après, tu me diras à quel point la Life est une Formule 1. Ça a le mérite de se poser la question. Puis honnêtement, ça se voit que Bruno n'a plus été en F1 depuis 7 ans. L'Italien a pris de l'embonpoint. Pour ce qui est du sponsor, Vita décroche une enveloppe de 20 millions de dollars qui vient d'un consortium soviétique spécialisé dans l'aérospatial. Puis il vend 67% de ses parts à un industriel de Vérone, Daniele Battalino. Avec cet argent, Vita espère acheter des V8 Jet d'occasion à Lotus ou Brabham car elle se doute que les W12 ne marcheront jamais. Affaire à suivre. Anciennement Autodromo Dino Ferrari, le prénom d'Enzo s'est immiscé dans le nom de ce circuit magnifique après la mort du Commendatore en 1988. Ce tracé d'Émilie-Romagne offre une très longue phase de pleine charge, de la variante Bassa à la Tosa, mais également des virages très techniques avec beaucoup de vallons. Piratella, Acqua Minerale ou Rivazza sont des challenges très intéressants qui font la réputation de ce circuit auprès des pilotes. Pour ce qui est des fans, on est en Italie et le rouge est de mise. Mais Imola est un petit peu critiqué pour sa sécurité. En 87, Nelson Piquet s'est fait une grosse frayeur à Tamburello et en 89, on a cru revoir l'accident de Niki Lauda lorsque l'Autrichien Gerhard Berger perdait sa Ferrari dans ce même virage. Mais la réactivité des commissaires de piste a sauvé la vie de Gerhard. Mais il se trouve que cet accident est légèrement coupé Berger dans son élan de progression. Désormais, chez McLaren, il contribue à l'apaisement de l'ambiance et s'il croit encore au titre mondial, en soi, si tôt dans l'année ça se comprend, il s'avérera être un véritable allié dans l'écurie McLaren. Mais ne cramons pas les étapes. Ferrari attire forcément des regards à Imola. Alain, tout fraîchement victorieux en rouge, joue le jeu à fond. La Scuderia arrive d'ailleurs avec une 641 évoluée qui compte sous son capot un V12 Ferrari plus puissant. De plus, Goodyear arrive avec des pneus spéciaux pour cette Ferrari. En effet, Pirelli est en train de faire du pied à Ferrari et Goodyear ne veut pas perdre son client. Renault arrive également avec quelques évolutions à Imola. L'ambition est grande comme le confie Bernard Dudot. De plus, Emanuele Pirro est remis de son hépatite et retrouve son volant dans sa Dallara. En revanche, durant les essais, Yannick Dalmas sort de la piste et doit déclarer forfait pour ce week-end. Chez Minardi, on a le sourire parce que Ferrari a annoncé qu'il motoriserait l'écurie de Faenza à partir de 91. Pour Giancarlo Minardi, grand fan de Ferrari et du Commendatore, c'est un honneur. Cela pourrait donner un coup de pouce significatif à cette petite écurie Minardi. Aussi dans le paddock d'Imola, on accueille le retour de Philippe Streff, gravement accidenté lors des essais du Brésil 1989 à tel point qu'il en a perdu l'usage de ses jambes. Philippe s'entretient avec Frank Williams et Claire Regazzoni, tous deux dans cette situation. Ensemble, ils se soutiennent et Williams donne quelques conseils aux Français. Bref, on a beaucoup parlé, mais il faut dire qu'il s'est passé pas mal de choses dans cette semaine. Démarrons les essais et les qualifications. Les essais sont marqués par les accidents de Pierluigi Martini et Alessandro Nannini. Le premier à Acqua Minerale où la Minardi s'est coupée en deux au niveau des jambes du pilote. Mais heureusement, Pierluigi n'est victime que d'une fracture de la malléole. Mais l'Italien est forfait pour la course. Dommage parce qu'il venait de faire le 10e chrono des qualifications. Peu de temps après, c'est Nannini qui remonte sur la Dallara de De Cesaris. Sandro veut le dépasser par la gauche, mais Andrea ne prête aucune attention à ses rétros et expédie la Benetton dans le mur dans la partie la plus rapide du circuit. Nannini ne laisse pas passer ça et ira s'expliquer à l'italienne avec De Cesaris. Nous avons également Paolo Barilla qui perdra sa Minardi au freinage de Rivazza et qui manquera de couper la moustache de Mansell. Mansell qui se fera d'ailleurs quelques frayeurs. Bien loin de tous ces problèmes, Ayrton Senna réalise une splendide pole position, 5 dixièmes devant son équipier. Les Williams occupent la deuxième ligne devant deux Ferrari en perdition. Rien ne va et ça gueule dans le garage le samedi soir. Prost 6ème est à 2 secondes de Senna. Alesi et Benetton suivent. Le forfait de Martini permet à son équipier Barilla d'être pêché. Les Lotus se montrent comme les Lola. Ligier est toujours très loin.
Les Leyton House parviennent enfin à se qualifier, tout comme les Onyx. Gregor Wojtek est 24e et JJ Leto 26e. Olivier Grouillard a également passé le stade des préqualifications et des qualifications avec son Ozella. Non qualifiés, nous avons les deux Arrows et la Brabham de David, la colonie de Gachot, le Rebrun de Langes, la GS de Tarquini et oh, surprise, la life de Giacomelli en plié bagage le vendredi matin. Il fait chaud en ce dimanche 13 mai 1990, 40 ans jour pour jour après le lancement du championnat du monde de Formule 1 à Silverstone. Les fans sont présents et la question des pneus est cruciale. Chez McLaren, on met des durs à droite et des tendres à gauche. Le Grand Prix de Saint-Marin est lancé et Berger prend un meilleur envol que Senna. L'Autrichien prend les commandes de la course dès les premiers mètres. Les bolides foncent à fond vers la Tosa et Mansell se refait une belle frayeur. Nigel retient sa Ferrari mais derrière, Capelli ralentit et surprend Nakajima qui l'accroche et part dans le mur. Abandon des deux pilotes alors que Senna reprend la tête au premier freinage. Derrière, Alesi s'offre les deux Ferrari d'un coup alors que Donelli part en tête à queue. Départ très animé. Berger étant déstabilisé, Boutsen en profite et se jette à l'intérieur de Piratella. Patrese est 4e devant Alesi, Mansell, Prost, Nannini, Piquet, Warwick et Alliot. Les pilotes bouclent leur premier tour, mais après Tamburello, il y a de la casse avec l'épave de la Tyrrell. Les drapeaux jaunes semblent insignifiants vu d'aujourd'hui. Senna a déjà quelques mètres d'avance alors que Berger tente de reprendre la deuxième position. Boutsen est esselé alors que Mansell reprend l'avantage sur Alesi qui ne baisse pas les bras. La ténacité du Français est impressionnante. Derrière, Prost s'est fait doubler par Piquet. Surprise au 4e tour avec la crevaison d'Ayrton Senna qui part dans le bac à sable à Rivazza. Celui-ci est profond et Senna se tanque. Pas de chance pour le police qui est contraint de renoncer. Terrible pour Senna. Ce dernier prend le temps d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et il constate que sa jante était également cassée. Derrière, Alesi veut prendre sa revanche sur Piquet et Nelson n'hésite pas à tasser la Tyrrell. Mais Jean n'est guère impressionné et insiste, mais les deux pilotes ne veulent pas céder et c'est l'accrochage. Cela permet à Prost de passer l'Avignonnet. Piquet repart rapidement, il ne s'est passé que 5 tours dans ce Grand Prix complètement fou. Quelques tours plus tard, Alesi fait une frayeur au freinage de la variante Alta, mais par chance, ne touche rien. En tête de course, Berger trouve l'ouverture sur Boutsen. En fait, le Belge crache de la fumée blanche. Rien de rassurant et casse moteur suite à un sur-régime lors du changement de vitesse. Dommage. Berger prend quelques secondes d'avance en tête du Grand Prix et derrière, Nigel Mansell revient sur Riccardo Patrese. Nous sommes au 22e tour et le moustachu prend la deuxième place à la Tosa sous les cris des tifosi. Prost n'est pas loin derrière, ça a l'air d'aller mieux chez Ferrari. Mais attention car la numéro 2 crache de la fumée depuis le début de la course. De plus, quelques tours plus tard, l'Anglais remonte sur De Cesaris qui va de nouveau briller par sa bêtise. Nigel est furieux et ça se comprend. 4e en embuscade, Prost s'arrête au stand. Mansell continue sa remontée folle et est maintenant dans l'aileron de Berger. Les deux hommes sont à plus de 300 km/h à l'approche de la courbe Villeneuve et Nigel tente de passer à gauche mais se fait serrer par la McLaren. La Ferrari roule dans l'herbe et part en toupie mais une fois encore, Mansell la rattrape. Magnifique coup du moustachu qui ne perd que très peu de temps. Mais malheureusement, il n'y aura pas de second round car 4 tours plus tard, son V12 rend l'âme. Le pilote et le public sont dépités. La victoire était possible. Berger obtient un sursis et c'est maintenant Patrese qui le chasse. Derrière, Prost remonte sur Nannini, mais l'Italien n'est pas prêt à abandonner son podium à la maison. Prost reviendrait à égalité avec Senna au championnat en cas de 3e position, mais la Benetton a beaucoup de rythme. L'attention se porte maintenant sur l'avant de la course car Berger vient juste d'être doublé par Patrese entre Aqua Minerale et la variante Alta. Cet Italien autrefois fougueux et brouillant s'est bonifié avec l'âge. Prenant en expérience en maturité, Ricciardo n'en a pas perdu sa vitesse et il le prouve.
À l'économie durant les 2 premiers tiers de course, il passe maintenant à l'offensive. Le pilote Williams a en effet la possibilité de renouer avec la victoire. Sa dernière remonte au Grand Prix d'Afrique du Sud 1983. S'il soigne sa fin de course, Ricciardo sera de nouveau sur la plus haute marche. La bataille se poursuit pour la 3e place avec Prost maintenant collé à Nannini qui ne lâche rien. Alessandro est rapide et le V12 Ferrari ne suffit pas. Benetton tient son premier podium de la saison. « 61e et dernier tour de course, Riccardo Patrese tient bon. Il négocie les 2 dernières chicanes de la variante Bassa et accélère vers le drapeau à damier pour remporter le Grand Prix de Saint-Marin. Il remporte sa 3e victoire en F1 chez lui, en Italie. Berger prend la 2e place et Nannini la 3e d'un souffle devant Prost, 4e. Piquet et Alesi marquent les derniers points disponibles. Well, I think this race to watch it must be really very interesting because it was always very competitive all the time. Leader change and McLaren, Haas and Ferrari. I think we had a good battle, and I think I saved a little bit the car at the beginning because I didn't have a fantastic start, and 20 laps to go I started to push very hard and the car was responding very well. This year was the next time I had the chance to be competitive and win, so I tried all my best and my car really was super perfect since the beginning till the end, and everything went straight through without any problem. Very good, thank you. Still 12 points, just 1 point behind leader, your teammate Ayrton Senna. So you must be feeling pretty good about your chances of the championship. Yeah, because I don't think so much on the championship. It's a long way to go. But for me it's important in the beginning until I get confident in the team, in the car and everything, to make points and to make a good race, to get a little bit confident in everything and people get confident in me. But if I'm honest, I would like to win. Dans le Tour d'honneur, les tifosi saluent la victoire de Riccardo Patrese. Cela faisait 6 ans, 6 mois et 28 jours qu'il n'avait plus gagné, soit la plus longue attente de la Formule 1, à moins qu'Alonso n'en décroche une d'ici là. De plus, ici même en 1983, il avait bêtement perdu la victoire dans les derniers tours. Il s'est maintenant racheté. Avec ses 195 Grands Prix et ses 36 ans, le pilote le plus capé de la Formule 1 peut avoir le sourire. Ricciardo est également très précieux à Williams, bon metteur au point et grand travailleur, cette victoire n'est au final qu'une juste récompense. Sa transformation se voit depuis plusieurs années. Autrefois chien fou et même jugé responsable de l'accident de Monza 118 qui a coûté la vie à Ronnie Peterson, Ricciardo a fait une course très intelligente à Imola et devient le 3e vainqueur différent en 3 courses. Et également 3 équipes différentes, ce championnat semble ouvert. Senna conserve la tête, mais Prost et Berger ne sont qu'à 1 point. Patrese fait en bon à la 4e place devant Alesi. Chez les constructeurs, Williams lance véritablement sa saison et se porte à la hauteur de Ferrari. Il s'agit de la première victoire à la régulière du tandem Williams-Renault, voilà qui est prometteur pour la suite. Et ça, McLaren et Ferrari l'ont noté. Il s'agirait donc d'une bataille entre 3 constructeurs. Après avoir dominé 88 et 89, McLaren et Honda ne sont plus invincibles et il faudra réagir. Côté Ferrari, ça fait de la tête. Encore une débâcle. Le championnat est long, certes, mais ses points perdus ne seront pas récupérés. De plus, il faudra maintenant se méfier de Benetton qui pointe le bout de son nez avec cette belle B190. Bref, vous l'avez compris, ce Grand Prix de Saint-Marin nous a donné plus de questions que de réponses. Tant mieux pour le suspense. La prochaine course sera dans les rues de Monaco et on sait qu'un certain Brésilien apprécie tout particulièrement cette piste. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 03 vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite également à les soutenir, à les suivre et l'Oméga, je vous ai mis ces liens en description également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21 h en première sur YouTube, pour l'épisode 04 de 1990, le bras de fer.